Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Un grand bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic d'avenir, la seule émission qui décrypte pour vous les enjeux de la digitalisation du service aux personnes, à destination bien sûr des professionnels du secteur. Merci à tous d'être toujours plus nombreux d'ailleurs à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger, nous envoyer vos messages, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des pluies d'étoiles, vous savez qu'on adore ça sur les réseaux. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphane Pinto, directeur des solutions d'HMC2, le digital au service de la personne. Bonjour Stéphane. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Anastasia Strizik, directrice stratégie et développement à la FNEAD, la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Et par téléphone, Nathalie Baudouin, directrice de santé service Limousin. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors le sujet du jour est trop peu abordé, c'est dommage d'ailleurs. L'hospitalisation à domicile, autrement dit l'HAD. On va redéfinir ses contours, si vous êtes d'accord, ses missions, ses problématiques aussi, avec vos expériences à tous les trois, et voir comment justement l'HAD s'inscrit dans le parcours de soins et pourrait même justement être plus utilisé. Stéphane, déjà, c'est quoi votre vision à vous de l'HAD ? Pour moi, le HAD, c'est effectivement, c'est une extension de l'hôpital. Ça vient au départ. Hors les murs, c'est quoi ? Voilà, donc c'est effectivement des interventions qui permettent ça permet d'intervenir en dehors de l'hôpital. Lorsque c'est possible, lorsque les pathologies et lorsque les patients sont en capacité de supporter une intervention au domicile, donc on le verra plus en détail. C'est effectivement, ça ressemble un petit peu dans ce qu'on a vécu et dans ce qu'on vit aujourd'hui dans le domicile, c'est-à-dire qu'on avait une politique d'établissement très forte il y a une vingtaine d'années. C'est là où se sont déployés de façon assez massive les EHPAD. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que dans une bonne partie des personnes qui sont aidées, beaucoup souhaitaient effectivement finalement rester à domicile. Je pense que dans l'hospitalisation, même si c'est beaucoup moins évident et possible de le faire, il y a une partie des patients qui sont à l'hôpital mais qui peuvent et qui souhaitent peut-être de plus en plus être accompagnés plutôt au domicile parce que les conditions sont parfois plus meilleures, oui, plus agréables et plus humaines. Donc voilà. Anastasia, présentez-nous un peu la FNEAD, c'est quoi ça ? Donc la FNEAD, Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, donc c'est une fédération hospitalière. Il y a 5 fédérations hospitalières en France. On fait partie d'une de ces 5 fédérations et on a une particularité qui est que, à la différence des autres qui représentent des statuts d'établissement, on représente une activité qui est l'activité d'hospitalisation à domicile. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait qu'on représente des établissements de tous les secteurs. Donc on va avoir des établissements publics, des établissements privés lucratifs, non lucratifs et des centres de lutte contre le cancer, qui sont adhérents chez nous. Donc nous, on représente vraiment une activité. D'accord. On défend cette activité, que ce soit du point de vue organisationnel, juridique et financier. C'est vraiment notre cœur de métier et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Exactement. Nathalie, c'est quoi Santé Service Limousin ? Santé Service Limousin, c'est une association à but non lucratif qui gère plusieurs activités, dont une activité d'hospitalisation à domicile, mais également un service de soins infirmiers à domicile. Alors, on le rappelle, l'HAD, c'est un levier majeur pour maintenir les personnes âgées à domicile, tout en assurant une prise en charge médicale de qualité. Mais il y a quand même la problématique, on va voir avec vous, de l'acceptabilité par la personne âgée et par les aidants. Vous êtes d'accord ? On n'est pas médico-social, on est sanitaire. Donc on est un peu la particularité dans tout le secteur domiciliaire tel qu'on le connaît. Donc on est des établissements de santé certifiés par la Haute Autorité de Santé. Et si le patient ne peut pas être pris en charge par une HAD, il doit aller dans un lit d'hôpital. Mais qui décide ? Qui décide, c'est les médecins, c'est le prescripteur, c'est un souhait de la famille. Évidemment, il faut que ce soit faisable à la maison. Évidemment, on ne fait pas de réanimation ou d'opération à cœur ouvert à domicile. C'est léger, entre guillemets. Ouais. Alors non, c'est pas léger, attention, c'est technique, c'est complexe. Ça fait partie léger, de notre cahier des charges. On n'opère pas à domicile. Mais par contre, on ne garde pas à la maison un patient qui, en fait, nécessiterait que des soins infirmiers parce que on ne trouve pas d'opérateurs sur le territoire. Si on n'intervient pas, ça signifie que le patient retourne dans un lit d'hôpital.
D'accord. Voilà pour un peu resituer par rapport aux différents autres acteurs qu'on peut avoir, qui sont les services d'aide à la personne, les établissements médico-sociaux, qui sont évidemment indispensables, mais on n'a pas le même rôle, on est absolument complémentaires dans tout ce qu'on va proposer dans la chaîne de prise en charge. On est à ce titre, et donc en tant qu'établissement de santé, financé comme les établissements de santé. C'est-à-dire qu'on est financé par le budget de la sécurité sociale et par la tarification à l'activité. D'accord. Et ça représente à peu près 98% de notre financement. D'accord. Donc on est vraiment financé au séjour et à l'acte, comme à l'hôpital tel que tout le monde le connaît. Est-ce que c'est amené à c'est déjà généralisé, mais à grandir ce système ? Ça mais progresse. L'État a moins d'argent. On peut se dire, est-ce que ça coûte plus cher d'ailleurs qu'une hospitalisation ? Alors ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. On est en train d'essayer d'objectiver justement ce prix. Mais ça, c'est évident et c'est absolument indiscutable. Pourquoi ? On n'a pas les murs, on n'a pas la nourriture, on n'a pas l'électricité, on n'a pas les charges d'un hôpital. Évidemment. Donc de fait, on est moins cher qu'un hôpital avec murs. Ok. Mais par contre, il y a toujours l'humain. Et l'humain est trouvé, essentiel. c'est-à-dire que on en parlait nous hors émission. Il y a les déserts médicaux et on en parle de plus en plus. Les infirmières, on n'en trouve plus, ou on n'en trouve pas, ou elles sont pas assez payées. Enfin, il y a toutes ces problématiques-là qui sont les mêmes donc que l'hôpital, on va dire avec les murs, quoi. Comment vous faites les uns et les autres ? Dans le Limousin, comment vous faites ? Comment on fait dans le Limousin ? On n'a pas vraiment de problématique pour recruter des infirmières parce que l'hospitalisation à domicile offre un réel équilibre entre le travail en équipe que les professionnels de santé cherchent, mais également l'autonomie. En plus, on intervient au domicile, on a une relation soignant-soigné qui est toute particulière. On arrive à réaliser des gestes d'urgence, des soins très techniques. Et en même temps, on est dans un accompagnement très personnalisé. Souvent, quand elles passent la porte de l'HAD, elles ne repartent pas. D'accord. C'est intéressant ce que dit Nathalie parce que c'est ce que tous les établissements d'hospitalisation à domicile disent. On a moins de problèmes de recrutement, globalement, que les établissements de santé avec murs. Et souvent, les professionnels disent qu'ils sont un peu arrivés là par hasard. Mais en fait, ils veulent plus partir. Ah oui, parce que c'est évidemment pas les mêmes qui sortent de l'hôpital pour aller chez le patient. En fait, c'est un personnel spécialisé, dédié. Alors, pas que, on a aussi des libéraux qui interviennent. D'accord. Mais les professionnels salariés, oui, c'est des professionnels de santé qui viennent soit du médico-social, soit du sanitaire avec murs. Mais c'est vrai qu'il y a une autonomie dans le travail en HAD et le fait d'avoir le temps de prendre soin auprès du malade, c'est quelque chose qui est un peu perdu malheureusement dans les hôpitaux classiques. Évidemment. Et qu'on retrouve en HAD. Donc ça peut permettre de désengorger un peu l'hôpital aussi, quelque part ? C'est peut-être pas le but à la base, mais... Ça fait partie des buts. Parce qu'en fait, on intervient en amont de l'hospitalisation, en aval. On est souvent appelé au moment des crises. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vacances d'été, Noël, on est plein. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un vase communicant qui est très important avec les hôpitaux. Bien sûr. Le Covid, on a démontré, et plus que démontré, que c'était possible de sortir un patient vite et que l'HAD pouvait le prendre en charge dans les mêmes conditions de qualité que les hôpitaux avec murs. Et dès qu'on a une crise, que ce soit les bronchiolites, la grippe, on a un établissement récemment en France qui nous a dit « Sans vous, sans l'HAD, mon hôpital ne tenait pas la crise de la grippe. » Ah oui, d'accord. La typologie justement des patients, c'est quoi ? C'est plutôt des personnes âgées ou des bébés pour les bronchiolites ? Alors pour le coup, c'est tout. C'est 0,99 ans. On fait les soins palliatifs et on fait les décès à domicile. D'accord. Comment ça se passe avec les autres acteurs justement à domicile ? C'est vraiment main dans la main où il y a une petite guéguerre, on est là pour tout se dire, donc on est entre nous. Alors en Limousin, on travaille en réelle complémentarité avec tous les acteurs du domicile. Chacun a son expertise, donc on va venir épauler les EHPAD ou les SIAD quand il y a besoin dans la complexité des soins. Les services d'aide à domicile peuvent être nos oreilles au chevet des patients. Les professionnels libéraux, nous travaillons uniquement avec des infirmiers libéraux pour réaliser les soins techniques. Donc c'est vraiment un travail main dans la main. On les remerciera jamais assez d'être à nos côtés tous les jours. Je
je parlerai plutôt de complémentarité que de guéguerre. On travaille vraiment à la création des parcours au profit des patients. Et souvent, ça se fait en très bonne intelligence. Mais on avance à vitesse très importante. Et le développement de tout ce qui est objets connectés, On va y venir, justement, ça tombe bien. Parce que des logiciels qu'on peut mettre à disposition, les capteurs, même dans les domiciles, sans qu'on soit présent. On en rencontre énormément d'acteurs qui travaillent justement sur tout ce qui est résidence autonome pour laisser les gens le plus longtemps chez eux possible, et ça fonctionne. Donc, on a quand même un sens de l'histoire qui nous laisse à penser qu'on va vers un développement de plus en plus croissant. Que ça peut bouger. Bon, gros avantage aussi au niveau des infections nosocomiales. Ah bah chez nous, il n'y en a pas. C'est logique. Donc c'est assez simple. Ouais, c'est donc une avancée importante. Donc les acteurs du domicile différents, tout ce qui est téléassistance, vous en parliez justement, la domotique, l'aide à domicile, est-ce que ça va être un plus demain ? J'irais presque jusqu'à la robotique. C'est même plus qu'un plus, c'est une nécessité. Vous m'interrogez souvent en parlant du Limousin, mais on a une population très âgée, de plus en plus seule. Donc, on ne fera pas sans la téléassistance, la télésurveillance. On prend en charge aujourd'hui des patients qui vivent seuls chez eux. On a besoin d'un minimum de sécurité, et pour eux et pour nous. Donc, on ne pourra pas s'en passer. Oui, bien sûr. En termes de logiciels ? En termes de logiciels, on réfléchit et on expérimente effectivement notamment tout ce qui est objets connectés. On essaye en fait de déporter au domicile ce qui existe déjà à l'hôpital. Parce que toutes les mesures qui peuvent se faire de manière assez automatisée à l'hôpital, on est en train, avec les capacités aujourd'hui des réseaux Internet, de pouvoir le porter à domicile. Il y a évidemment quelques freins comme les coûts de ce matériel qui, même s'ils se réduisent drastiquement, l'électronique effectivement devient de moins en moins cher. Néanmoins, il y a des coûts à supporter et se pose la question du financement. Qui finance effectivement, parce qu'à l'hôpital, donc c'est financé effectivement par la sécurité sociale, mais au domicile, c'est pas financé. Donc la question se pose du financement. Alors il en existe, si on prend par exemple la téléassistance, il y a effectivement un financement et en tout cas il y a une récupération en remise d'impôts pour les personnes donc, qui souscrivent à ces offres de téléassistance. Donc il y a des financements possibles. Il faut effectivement l'étendre à ces nouvelles technologies. On pourrait imaginer le privé entrer directement sur ce modèle économique. Il faut quand même parler de modèle économique. C'est-à-dire, imaginons un Amazon Care, Apple est bien en train d'acheter des EHPAD privés. On pourrait imaginer des hôpitaux hors les murs achetés par ces boîtes-là, les GAFAM, et fabriqués eux-mêmes, puisque après tout, ils ont les montres, ils ont les bagues, ils ont tout ce qu'il faut de connecté. Alors, avec la seule précision, en France, les hôpitaux, c'est soumis à autorisation de soins. Oui. C'est les agences régionales de santé qui les délivrent. Il y a des acteurs historiques. On ne crée pas un hôpital comme on crée un commerce de proximité. D'accord. Voilà. Donc là, en l'état actuel, par exemple, on est en train de renouveler toutes les autorisations d'HAD en France. Mmh. Dans 2 ans, il n'y a plus d'autorisation disponible. D'accord. En France. Donc même un acteur qui se dirait, tiens, et ça a l'air marrant, je vais essayer. Et il peut pas. En France, il peut pas. Il peut pas. Pour un hôpital, mais alors j'y connais rien, une clinique, pareil. Oui, pareil. Tous les opérateurs sont soumis à autorisation. D'accord, ok. Vous avez un quota en fait par région et par département pour le faire assez simple d'autorisation de soins. Mmh. Donc là, par exemple, il y en a 5 sur tel territoire. Une fois que les 5 sont pourvus, il n'y a plus d'autorisation. Il n'y a plus de possibilité de créer une nouvelle HAD. Est-ce qu'il y a des freins à une coordination avec les soins à domicile ? Est-ce que, vous en parliez un petit peu, Stéphane, est-ce qu'il y a des freins potentiels qui pourraient être levés ? Alors, oui, il y a forcément des freins. On parlait justement tout à l'heure du financement. Ça fait partie des complexités qui freinent un peu ce travail collectif justement entre les structures, parce que on a donc plein de financeurs différents. On a parlé effectivement du financement du HAD qui est en coût à l'acte, en quelque sorte. On a les SIAD, alors qui bizarrement font partie du médico-social, mais sont financés par les ARS. Là, on est vraiment au milieu du gué, avec un financement en dotation globale, donc c'est encore un peu différent.
Et puis, on a les services d'aide à domicile qui, eux, fonctionnent en tarif horaire, avec le conseil départemental qui finance une grosse partie, en tout cas pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc, c'est des financements très différents, des budgets différents. Et il est assez difficile, même pour les structures qui regroupent finalement tous ces services, de mutualiser les effectifs, de mutualiser les charges, parce qu'à un moment donné, il faut être en capacité de dire pour quel budget on fait on exerce tel ou tel et on fait travailler tel ou tel salarié. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas un financeur unique, ou en tout cas un financement commun, rend effectivement une partie des choses difficiles. Je crois qu'il y a aussi la prescription. On parlait du prescripteur. Vous posiez la question tout à l'heure. Qui prescrit, par exemple, le HAD ? Qui prescrit le SIAD ? Qui prescrit effectivement l'aide à domicile ? Là aussi, c'est assez compliqué, en tout cas pour un patient qui ne connaît pas le secteur. Pour le grand public, c'est une nébuleuse assez difficile à décrypter. Et là, il y a une difficulté et il y a des recouvrements qui s'expliquent mal d'ailleurs. Hein. Si on prend par exemple l'activité des auxiliaires de vie en aide à domicile et des aides-soignantes en SIAD, on voit bien là un recoupement des tâches qui sont réalisées parce qu'elles font toutes les deux des levées, des couchers, des actes auprès de la personne âgée. Et un coup, c'est le département qui paye, et un coup, c'est la sécurité sociale. On ne sait pas trop. Et en fait, ça dépend de qui va prescrire. Est-ce que c'est le médecin ? On imagine la lenteur des dossiers derrière. Voilà. Donc, tout ça mérite sûrement... mais c'est assez compliqué, puisque si on prend la réforme des services autonomie, donc qui vient fusionner finalement à terme les SAD, ou en tout cas si ça se si ça se délivre bien, qui vient fusionner les services d'aide avec les services de soins à domicile. Une des difficultés, ça va être le double financement qui rend l'opération compliquée administrativement pour les structures. J'allais dire, c'était merveilleux jusqu'à entendre ça. Oui, en fait. Donc c'est pas si simple en fait. Non, au niveau financier, alors pour le coup, c'est pas simple. C'est effectivement, on a plusieurs financements. Nous, on est financement 100% sanitaire, et les structures dont on parlait sont financement médico-social. C'est-à-dire, en traduction, c'est deux budgets qui sont complètement parallèles, qui ne sont pas reliés entre eux et qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc on se retrouve avec des exemples qui sont complètement ubuesques. Confère un établissement qui aurait un HAD et un SIAD. On a eu l'exemple récemment avec le Covid, les augmentations Ségur. Donc tous les personnels ont été augmentés dans le cadre des revalorisations. Mais pas tous en fait. Mais c'était ceux du sanitaire. Voilà, et moi j'ai eu des établissements qui m'ont dit en fait je ne sais pas qui est HAD et qui est SIAD chez moi. Et comment je fais pour continuer à faire fonctionner un établissement avec des professionnels qui ont été augmentés et d'autres non. Je choisis comment ? Parce qu'ils avaient des tournées communes aux deux activités. Et donc, on voit bien que cette frontière est très, très compliquée au quotidien à gérer pour les établissements. Vous me rassurez, parce que c'était jusque-là magnifique, mais on reste en France quand même. Il faut quand même que ce soit un peu compliqué. Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie ? Oui, je suis d'accord. En même temps, je nuancerai un petit peu parce que pour les services d'aide à la personne, les SIAD et l'HAD, je pense que ce qui peut nous guider, c'est la complexité. L'HAD, on est vraiment sur des soins très complexes. Le service de soins infirmiers à domicile, la différence entre des aides-soignantes et des auxiliaires, c'est le fait que la toilette soit réalisée par une aide-soignante diplômée, et un service d'aide à domicile, c'est une toilette qui est dite plus simple. Ce qui pose problème, effectivement, c'est la superposition aussi de tous les outils et de toutes les tutelles et le manque de lisibilité. Alors on en parle pour nous, mais on va en parler également et surtout pour les patients. Certaines réformes veulent quand même simplifier la lisibilité pour les patients, tant mieux, mais elles sont très complexes à mettre en œuvre. Oui, bien sûr. Mais quand on parle de réforme, ça veut dire que ça doit être soutenu par, j'imagine, un ministre. Et quand les ministres changent tous les 6 mois, ça devient compliqué, non ? Légèrement. C'est un euphémisme. Je comprends. Je voudrais revenir 2 secondes. Allez-y. Il y a plus personne qui voit grand-chose, mais c'est pas grave. On a des équipes sur le terrain qui assurent. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vais revenir 2 secondes sur les logiciels et sur la data, parce que finalement, la collecte des données, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Toutes ces données qui sont collectées dans le parcours, comment ça se passe ? Il y a quand même une protection quelque part. Qui les garde ?
qui les donne, qui a accès à quoi? Est-ce que ça, c'est pas aussi un des enjeux de demain? Oui, alors on travaille sur les deux axes en même temps, c'est-à-dire comment on échange davantage la donnée entre professionnels et voire même avec les patients, et en même temps comment on la sécurise. Eh oui. C'est ça qui est effectivement difficile à mener en même temps. C'est à la fois garder le secret professionnel et la protection des données vis-à-vis de l'extérieur, et en même temps faire en sorte qu'on la partage davantage, parce que c'est effectivement en partageant qu'on arrive à mieux travailler en équipe et à faire moins d'erreurs. Donc c'est effectivement l'idée, et c'est ce que l'informatique essaye de promouvoir. Alors il y a un grand programme qui a été lancé par l'État avec le Ségur du numérique pour essayer effectivement parce que il y avait déjà des échanges multiples entre les structures et des efforts faits côté interopérabilité entre les logiciels, mais sans normes et sans obligation finalement, les choses n'avançaient pas assez vite. Et donc l'État a pris en charge le sujet avec le Ségur du numérique, avec un financement très fort de l'Union européenne, puisqu'ils ont investi 2 milliards finalement sur ce sujet-là, pour la France. Et donc l'idée, c'est effectivement de mettre à disposition à la fois des éditeurs et des professionnels de la santé et du médico-social une sorte d'infrastructure numérique pour échanger plus facilement effectivement de la data, stocker et partager plus facilement de la data. Donc c'est le DMP. Alors le DMP qui au départ n'a pas une superbe réputation. Le dossier médical partagé. Le dossier médical partagé, effectivement. Devenu mon espace santé. Oui, devenu mon espace santé, dans lequel on pousse effectivement aujourd'hui, surtout, puisque c'est dans la vague 1 du Ségur, ce qui a été demandé, parce que finalement, l'échec du DMP, c'est que personne n'y déposait des données, donc il n'y avait rien à lire. Oui. Donc là, l'objectif de la vague 1 de Ségur, ça a été de dire on oblige toutes les structures et tous les éditeurs à être en capacité de pousser de la data dans le DMP pour qu'enfin on remplisse les dossiers. Et dans la vague 2 du Ségur, il y a effectivement la contrepartie, c'est-à-dire comment on va effectivement lire et récupérer ces données pour les uns et les autres dans les structures. Donc on est au milieu on a fait la moitié du chemin. C'est pas encore gagné. Il y a beaucoup de freins, beaucoup de résistance, et c'est compliqué parce qu'on a voulu faire quelque chose effectivement de national. Ça avait été porté au départ, et c'est là que ça rejoint un petit peu ce que nous explique Nathalie Baudouin. Le premier projet un peu national qui a été porté, c'est les solutions e-parcours, les plateformes e-parcours qui ont été mis en place dans 6 régions, qui sont donc des mini DMP en fait, en quelque sorte, des mini messageries de santé qui ont été déployées donc régionalement. Alors avec l'inconvénient, c'est que pour les éditeurs nationaux comme nous, il fallait des connecteurs différents. Donc c'est un nouveau machin. Donc c'était un nouveau machin, donc ça a effectivement capoté de ce côté-là. Normal. Par contre, moi ce que j'y ai vu comme quelque chose comme intéressant, c'est le fait de faire travailler tout de même, parce que c'est ça dont on a besoin, c'est de faire travailler les acteurs locaux de différentes structures, donc SIAD, HAD, EHPAD, hôpital, service d'urgence, etc. Et dans ces projets-là, il y a eu effectivement une volonté régionale, parce que finalement la proximité, c'est la région, c'est l'ARS, avec le département aussi. Ces projets régionaux ont quand même si parfois effectivement ça n'aboutit pas forcément, ils ont cet avantage de faire travailler les équipes ensemble. Et c'est vrai que ça, on le retrouve moins au niveau national dans la vague 1 et prochainement vague 2 du Ségur, où là, c'est un énorme monstre national qui était monté. Mais bon, voilà, le travail de terrain entre le personnel et les structures, il n'existe pas. Donc il faut à la fois avoir ces outils, bien sûr, numériques, qui aident les professionnels à échanger entre eux, mais il faut aussi une volonté sur le terrain et localement. Donc vous parliez d'Amazon, mais Amazon, c'est très loin. Localement, en proximité, ça n'existe pas. Mais Amazon me livre chez moi. Alors, Amazon livre chez vous, effectivement. Donc, normalement, pourquoi pas. Traditionnellement. Mais voilà, donc on a besoin de personnes qui organisent et qui travaillent ensemble, collectivement, sur le terrain. Et donc, le déploiement régional, il est quand même important. Alors, pardonnez-moi, je vais là encore mettre les pieds dans le plat, mais parfois il faut, et moi je peux, parce que je ne suis pas dans votre monde exactement, mais est-ce que quelqu'un travaille sur l'expérience utilisateur? Parce que mon espace santé, c'est très bien, c'est très beau quand vous êtes à l'extérieur et qu'il y a du réseau. Mais parfois, quand vous êtes à l'hmarm, que vous faites un IRM ou quoi que ce soit qui vous demande de sortir le document, et quand vous êtes au 3e sous-sol, il n'y a rien du tout, ça ne marche pas. Vous êtes avec votre smartphone,
qui sert de presse-papier. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir à ce genre de choses ? Alors ceci dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Ouais. c'est le quotidien de beaucoup de nos HAD en France. C'est magnifique. Parce que avant de parler de tout ça, on a quand même oublié un prérequis, c'est les zones blanches. Nous, on est au domicile des gens. Sûr, voilà. Et en fait, moi, j'ai des établissements qui me disent, c'est très bien tout ça quand je suis au siège de l'HAD. Voilà. Quand je suis chez le patient, je capte rien. Donc je fais quoi ? Je suis censée ramener la carte vitale, la lire au siège et ensuite lui rapporter ? C'est pas possible. Ouais. Donc on a besoin aussi de réflexion. C'est très bien, évidemment, qu'il faut promouvoir tout ça. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre sujet que d'aller vers des solutions technologiques Bien pour sûr. continuer ce qu'on fait. Mais par contre, tant qu'on aura encore des zones blanches et ou qu'on n'aura pas réfléchi également en parallèle à des outils qui fonctionnent hors connexion et qui peuvent récupérer ensuite la donnée ou la télécharger au moment où on la récupère, tout ça, à domicile, ce sera très très compliqué à faire. Effectivement. Vous êtes d'accord, Nathalie ? Il n'y a pas de zone blanche chez vous ? Alors, il y en a quelques-unes, mais Ouais. on arrive à travailler, nous, en mode déconnecté. Et je vous avoue qu'on arrive quand même à partager les informations. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut des outils adaptés. Mais par contre, je ne peux qu'encourager à la digitalisation. Nous, on a largement évolué dans nos pratiques en partageant le dossier avec l'ensemble des professionnels libéraux, des officines, les médecins traitants du département. On a gagné en réactivité au profit de nos patients. Voilà. Donc, effectivement, il y a encore quelques progrès, mais il y en a déjà eu beaucoup. Ça, Ouais. nous, on a pu les constater dans notre HAD. On va dans le bon sens, en tout cas, c'est vrai. Est-ce que l'HAD est adapté à toutes les pathologies, y compris les pathologies chroniques multiples de certaines personnes âgées, Alzheimer, la démence, etc. On fait beaucoup de maladies neurodégénératives, Ouais. on fait beaucoup de soins palliatifs, on fait beaucoup de cancers, on fait de la pathologie lourde et complexe. Et on est en train de changer un peu le paradigme sur la prise en charge en HAD, puisqu'on a un guide méthodologique de codage qui a été vu un peu pendant longtemps comme le guide de qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en HAD. D'accord. Or, c'est juste un guide pour coder, pour pouvoir valoriser nos actions. Ce n'est aucun cas le guide méthodo qui vous dit ce patient, il relève bien de l'HAD ou pas. Et donc, en fait, on est un peu en train de revenir à une définition un peu plus large, qui est déjà de se dire si on ne le prend pas en charge et qu'il va dans un lit d'hôpital, c'est que ça signifie que c'est de l'HAD aussi, Oui, bien en sûr. fait. Donc, arrêtons de raisonner avec le guide méthodo. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont indispensables et qui sont décrites comme telles dans le guide méthodologique. Un pansement, s'il dure moins, je ne sais plus si c'est 30 ou 50 minutes, ça relève de la médecine de ville. Il y a une question de durée. Voilà. Donc, sur certaines choses, effectivement, sinon, tout pourrait rentrer en HAD. Bien sûr. Donc, il faut bien mettre des barrières et des frontières. Mais sinon, on fait énormément de maladies lourdes et complexes. Et c'est même assez étonnant quand on va sur le terrain de voir ce qu'on sait faire et prendre en charge en HAD. Nathalie, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, vous parlez des maladies neurodégénératives et des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Je crois que justement, de les laisser dans leur environnement, ça permet de maintenir un petit peu plus l'autonomie. Je crois que les hospitalisations à domicile en France sont très attentives à ces sujets-là et justement mènent de nombreuses actions parce que, on le sait, c'est souvent les aidants qui craquent en premier. Oui, j'allais y venir. Il y a vraiment de belles initiatives de nombreuses HAD en France pour accompagner les aidants et pouvoir maintenir l'ensemble des patients à domicile. Donc oui, on prend toutes les pathologies complexes et oui, on prend des patients qui ont quelques démences et en plus, on fait attention aux aidants. On a des équipes pluridisciplinaires qui se dépassent, des psychologues, des ergothérapeutes, les conseillères en économie sociale et familiale. Voilà, on déploie une panoplie au domicile du patient et en plus, on surveille leur environnement et on l'adapte. Donc oui, l'HAD est parfaitement adapté. Et c'est bien, justement, je voulais terminer avec le rôle des aidants familiaux. C'est quelque chose de très important. On les oublie toujours dans beaucoup d'émissions ailleurs qu'ici, évidemment. Qu'est-ce qui est fait, justement, pour les accompagner ? Vous parliez d'accompagnement. Qu'est-ce qui est fait globalement ? Alors nous, aujourd'hui, on a mis nos équipes sur la prévention des ruptures de parcours liées aux aidants. Donc, on échange régulièrement dans leur environnement. Donc, on a le temps et on autorise bien sûr les équipes à prendre une demi-heure le café avec l'aidant pour voir ce qui se passe, voir s'ils ont besoin d'aide, tant au niveau financier, mais surtout leur permettre de s'aérer,
organiser des hospitalisations de répit sur une semaine tout simplement pour que eux puissent partir en vacances également. Ah oui. Voir si on peut faire passer des services civiques pour prendre le temps, je ne sais pas, de faire un jeu de société avec eux, voir si on peut envoyer quelqu'un faire les courses à leur place ou quelqu'un venir à la maison 1 heure pour qu'ils puissent sortir. Voilà, il y a de nombreuses actions qui sont menées et on n'oublie pas, nous, en hospitalisation à domicile, que l'aidant, il fait partie de la prise en charge. Bien sûr, ouais. Parce que la famille, c'est pas leur métier. Faut pas oublier ça. Non. Absolument. Alors oui, c'est un sujet très donc qui est assez récent en fait. On se préoccupe des aidants depuis peu. Oui. C'est effectivement parce que les professionnels vont au domicile et donc rentrent dans l'intimité des familles qu'effectivement on se rend compte qu'il y a des aidants et qu'en plus ces aidants ils participent finalement aux soins et à l'assistance qui est fait auprès des personnes. Alors c'est quelque chose aussi de nouveau. Je crois que on a eu, alors j'ai regardé quelques statistiques, c'est assez intéressant, sur la participation, le pourcentage d'aidants qui participent au soutien de la famille, au soutien des parents en général. Il est assez faible en France, en fait, quand on compare à des pays, et parfois même à des pays nordiques. D'accord. Où on se dit, c'est marrant, les pays latins, ils pourraient être un peu plus... Et en fait, non, les pays latins, comme l'Italie, l'Espagne, sont assez mauvais sur la participation des aidants. Et donc, alors peut-être que le modèle EHPAD dont on parlait tout à l'heure et qui a fait qu'on a pu se décharger finalement assez facilement pour les enfants de ses parents dans ces établissements fermés, peut-être que ce modèle effectivement a du coup nous a, en tant qu'aidant, nous a fait oublier qu'effectivement on pouvait aussi participer et aider nos parents. Et je crois que ça revient parce qu'effectivement les parents souhaitent effectivement rester plutôt chez eux. Et donc c'est quelque chose, il faut en faire la promotion, un petit peu comme il faut faire la promotion du HAD parce que c'est effectivement un type au sein de l'hôpital et vers le domicile, c'est vraiment quelque chose qui démontre que ça fonctionne, que c'est économiquement beaucoup plus efficace qu'un lit d'hôpital quand on peut effectivement faire ce travail sur le terrain. Et comme en EHPAD où c'est beaucoup mieux effectivement de garder les gens au domicile tant qu'on peut, évidemment dans la limite des possibilités, les aidants vont aider et vont parce que non seulement ils aident, mais quelque part ils financent. C'est-à-dire que quand vous aidez, que vous ne placez pas quelqu'un en institution, quelque part, c'est des économies pour la collectivité. Donc, effectivement, aider les aidants, promouvoir effectivement l'aidant, donc par différentes manières. Donc, il y a effectivement un soutien financier. Ça peut être dans les entreprises des journées dédiées aux aidants pour leur permettre effectivement de travailler un petit peu moins pour pouvoir aider pendant une période. Donc, il y a plein de pour souffler des solutions effectivement d'accueil de jour qui peuvent effectivement permettre aussi aux familles de souffler quelque temps. Tout ça doit permettre effectivement de faire en sorte que les citoyens participent davantage au soutien de la famille. Mais là encore, je peux mettre les pieds dans le plat, parce que ça peut être une catastrophe pour l'aidant, justement, de garder une personne au domicile et de participer. C'est compliqué, parce qu'encore une fois... C'est là aussi la raison pour laquelle on est extrêmement attentif et qu'on est un peu... On est les premiers à voir l'épuisement des aidants, justement, parce que nous... Certains meurent avant. Non pas que ce soit... Oui, heureusement. Pas tous. Heureusement pas la... non, mais ça veut dire qu'il y en a. Donc... Nous, ça fait partie, sans dire que c'est un critère discriminant, parce que toutes les prises en charge qu'on va faire ne nécessitent pas forcément l'aidant. Oui. Mais par contre, sur certains types de pathologies, s'il n'y a pas d'aidant, on ne peut pas mettre en place une HAD. D'accord. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va surveiller, peut aider aux médicaments, peut aider à la toilette. On ne peut pas... le soin palliatif à domicile sans aidant, je crois que j'ai entendu une fois un établissement nous dire qu'il l'avait fait à la demande de la personne parce que la personne avait supplié et elle disait « je veux mourir dans mon lit ». Mais sinon, sans aidant, on ne fait pas d'HAD. D'accord, oui, c'est un critère important. C'est un critère extrêmement important. Donc nous, c'est nos yeux et nos oreilles, les dents. On en a besoin. Nos établissements sont particulièrement doués sur la prise en charge des aidants et ont tous individuellement eu des initiatives à destination des aidants. Ça se structure au niveau national, bien sûr, et on reprend des idées. On est très, très loin
mais très très loin de l'objectif actuellement. Quand je dis on, c'est très très collectif. Les pouvoirs publics, comme les établissements, comme le médico-social, l'aidant a été oublié pendant trop longtemps. Et donc on a un retard immense. Et effectivement, sans l'aidant, tout ça, ça s'effondre. On peut rien faire, effectivement. C'est là qu'il faut des logiciels de partage. Oui, alors on développe de plus en plus ce qu'on appelle les portails familles pour permettre effectivement aux familles d'échanger. Alors, dans les freins qu'on a évoqués, il y a aussi les réticences que certains professionnels peuvent avoir, parce que parfois les familles, c'est en fait un problème. C'est un problème qui se rajoute aux pathologies du patient. Oui, je comprends tout à fait. Donc il faut effectivement détendre ce lien entre professionnels et familles. Mais donc on a des portails qui permettent d'échanger effectivement de la data. Là aussi, on a des problèmes d'autorisation et de consentement à l'échange de données du patient vers les familles, vers les soignants. Aujourd'hui, c'est assez compliqué encore. Et on parlait de l'espace santé. Et là, sur l'espace santé, ça se met en place, mais c'est c'est pas si simple que ça que de partager la donnée. Mais c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut avancer si on veut effectivement pouvoir faire participer davantage les aidants. Je comprends. En leur donnant plus d'infos, plus de responsabilités. Et pour que ça se passe effectivement le mieux possible. Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste que les aidants, pour moi, c'est plus une aide qu'une situation conflictuelle. Oui, effectivement, certains nous envahissent un petit peu lors des prises en charge, mais souvent par peur. Donc souvent, tout arrive à se décanter avec les échanges. C'est tout l'intérêt de l'hospitalisation à domicile parce qu'ils se sentent en sécurité quand même, ils sont dans un environnement familier. Et après, je trouve que le digital nous a aidés pour ça parce que avant, on laissait un espèce de classeur avec des papiers que tout le monde pouvait feuilleter. Maintenant, on laisse l'information dont on a envie qu'ils disposent et pour laquelle ils sont autorisés. Mais ce qui relève vraiment du médical et pour lequel le patient a fait le choix de ne pas partager potentiellement avec ses enfants, son conjoint, et bien justement, c'est dans nos outils numériques auxquels ils n'ont pas accès. Et je trouve que ça a facilité. Donc ça ne part pas aux États-Unis. Donc ça ne part pas aux États-Unis. Oui. Effectivement. Et tout est sécurisé. Oui, je veux bien croire. Je terminerai avec une question qui ferait beaucoup sourire Arnaud Duglier s'il était là. Mais la robotique, les robots, c'est ma petite dernière question, ma petite touche, mais à la fois pour rigoler, mais quand on voit la vitesse à laquelle va cette technologie, le robot humanoïde, est-ce qu'il peut, demain matin, c'est-à-dire peut-être dans 5 ans, mais aider justement l'hospitalisation à domicile, aider les personnes, aider les familles pour être là, pour faire des tâches qui sont des tâches, aller faire les courses justement, mettre dans... Si, il va à la pharmacie chercher les médicaments, il fait le ménage et il fait les courses, évidemment que ça aide et que ça dégage. C'est des choses que vous regardez, auxquelles vous pensez ou pas du tout? Pour l'instant, c'est de la science-fiction. Alors, au niveau de nous, fédération, on sait que ça existe. Non, on n'est pas encore forcément en train de regarder ces enjeux-là. On commence vraiment là à s'intéresser à tout ce qui va être intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est l'IA. En voyant comment cette nouvelle technologie peut aider et favoriser l'HAD. Le robot, on n'y est pas encore, nous, à notre niveau. Parce qu'à domicile, ça veut dire autant de robots que de domicile aussi. Mais ça coûte moins cher qu'un humain. Oui, mais un robot, ça se casse quand même aussi. Ça se casse aussi. Nathalie, blague à part, c'est des choses que vous regardez, vous-même à titre personnel, ou pas du tout? Alors, on regarde, oui, effectivement. Le robot, on n'y croit pas tout de suite, mais par contre, on agit énormément. Aujourd'hui, c'est sur les troubles musculo-squelettiques. Il y a beaucoup de manutention. Donc, un jour, si ça sera peut-être une aide précieuse, ça ne remplacera pas l'humain, mais ça permettra peut-être que les carrières soient un petit peu plus longues pour nos aides-soignantes. Avec de l'aide réelle, avec des gestes peut-être qui seront facilités et pour les patients et pour les aides-soignants. Voilà. Après, je le vois pas effectivement tout de suite demain dans tous les domiciles, mais on regarde. Vraiment important de vous entendre sur ce sujet. Fin de ce numéro de Déclic d'avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec plaisir, avec toujours une pensée pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent chaque jour au domicile. Salut.
Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.